Bonjour le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la diaspora, chers téléspectateurs, bonjour. Merci de nous retrouver pour une nouvelle édition de Décrypter l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire coproduit avec le média Vox Africa, diffusé tous les dimanches à 16h GMT. C'est une crise ouverte qui a commencé avec la destruction d'un drone malien par l'armée algérienne dans la région frontalière de Tinzaouaten. Un drone de fabrication turque qui aurait pénétré la frontière algérienne sur 2 km selon Alger, ce que dément fermement Bamako. De fait, les débris se sont retrouvés sur le territoire malien. En guise de solidarité avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso, les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel ont rappelé leurs ambassadeurs en Algérie et la guerre des nerfs n'en finit pas. Côté algérien, on stigmatise plus que jamais le gouvernement de transition militaire malien. Au Mali, la junte putschiste tente désespérément de dissimuler ses échecs et de faire face à la menace terroriste, remettant en cause la crédibilité et l'efficacité de l'Algérie dans sa lutte implacable contre le terrorisme. Walid Sari et Badia Marni. Du Mali au Burkina Faso jusqu'au Niger, on assiste à des scènes de chaos et d'instabilité dues au coup d'État militaire et au blocage des processus de transition démocratique dans un contexte d'absence totale de stabilité politique et d'échec des expériences démocratiques. Les crises du Sahel, les coups d'État et les ambitions militaires sont accentuées, l'isolement de ces zones tant au niveau régional qu'international, les transformant en terrain d'intervention étrangère aux dépens des peuples de la région. Le Mali, un pays en proie à des crises profondes et à une situation économique et sociale en nette détérioration, souffre de l'accaparement du pouvoir par la junte putschiste. Cette junte tente de détourner l'attention du peuple malien pour masquer les échecs flagrants à tous les niveaux, des échecs dont le peuple malien paye le prix fort. Et côté malien, on met désormais la France et l'Algérie dans le même sac. Hier, une centaine de jeunes manifestaient à Bamako, mobilisation devant l'ambassade d'Algérie. Au Mali, nous ne cherchons que la paix, que l'Algérie nous dédommage pour notre drone, c'est tout. Nous ne voulons ni de la France ni de l'Algérie. Ce sont des États terroristes. Nous ne voulons plus entendre parler d'eux. De plus, la porte de l'AES reste largement ouverte pour tous ceux qui souhaitent y adhérer. La porte est grandement ouverte pour tout le monde. C'est pour la rupture diplomatique avec ces pays-là et que nous en faisons bon usage par rapport à leur ambassade. Jusqu'où ira cette course folle vers la belligérance et surtout comment l'expliquer? Pour en avoir le cœur net, j'ai fait appel à Sédik Abba, journaliste, écrivain, auteur notamment de ce livre Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, et président du CIRES. Bonjour Sédik. Bonjour Théophile, bonjour à vos téléspectateurs. Essayons de prendre du recul et intéressons-nous aux enjeux de long terme de la crise entre l'Algérie et le Mali. Au-delà des invectives, de quand date-t-elle et quelles sont les contradictions de fond entre les deux pays? Non, je crois qu'on peut situer la crise à l'arrivée au pouvoir des militaires à Bamako. Et notamment le deuxième coup d'État, c'est que beaucoup ont appelé le coup d'État dans le coup d'État, c'est-à-dire la prise de pouvoir par le général aujourd'hui Assimi Goïta en mai 2021. À partir de cet instant, on est allé à un processus de remise en cause de ce qu'on appelle l'accord issu du processus d'Alger, qui a été signé en 2013 entre le pouvoir du président Ibeka et les ex-Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, qui est décédé, et les ex-rebelles. Il s'est installé avec l'arrivée des militaires au pouvoir et du Premier ministre Choguel Maïga, une sorte de revisionnisme de l'accord. Et cette révision n'ayant pu se faire, on est allé vers des contradictions, l'Algérie étant à la fois le pays hôte de l'accord, mais le pays qui est le garant du processus d'Alger, puisque l'Algérie préside le comité de suivi de l'accord d'Alger. Et plus tard, les choses ont évolué et on est arrivé, en sautant les étapes bien sûr, à l'épisode de novembre 2023 où, à l'occasion de la reconquête de Kidal par la force, par l'armée malienne, les ex-rebelles se sont réfugiés sur la frontière algérienne dans la zone de Tinzaouaten et pour se réorganiser militairement. Pour le pouvoir de Bamako, au bas mot, l'Algérie a fermé les yeux. Si elle n'a pas aidé, elle a fermé les yeux dans ce processus de réorganisation. Donc, ça n'a pas amélioré les relations. Ensuite, l'Algérie a invité les ex-rebelles, puisque pour l'Algérie,
malgré la reconquête de Kidal, elle continuait à être le médiateur légitime entre les parties maliennes. L'Algérie a invité à Alger les ex-rebelles sans avoir avisé Bamako. Ça a été considéré comme un acte inamical. Ensuite, en décembre, je crois que ça a été un moment important. L'Algérie avait invité, décembre 2023, l'imam Dicko, qui était devenu la bête noire du régime militaire. L'imam Dicko, qui est un imam de Bamako. Un imam de Bamako, ex-président du Haut Conseil islamique du Mali, et figure qui a aidé au renversement du pouvoir de Ibeka, mais qui était devenu un opposant aux militaires. Donc, le fait qu'il ait été invité à Alger et qu'il ait été reçu par le président Tebboune a été perçu comme un axe d'hostilité par le pouvoir de Bamako. À la suite de ça, un mois plus tard, en décembre 2024, là, il y a eu la dénonciation officielle de l'accord d'Alger par le pouvoir militaire de Bamako. À partir de cet instant, pour les Maliens, et je crois que c'est là que l'incompréhension se nouait en fait, pour les Maliens, l'accord d'Alger étant mort, il n'y a plus de médiation extérieure, que les difficultés entre Maliens sont devenues une question de politique intérieure. Et toute prise de parole ou toute activité autour de ça est considérée comme une ingérence. Alors que du côté de Alger, on considérait que malgré la dénonciation des accords d'Alger, l'Algérie avait un rôle à jouer en tant que voisin et en tant que médiateur des différents autres accords. Et, en tant que médiateur, mais aussi en tant que grand frère. On a l'impression que c'est un rapport de grand frérisme qui existe entre l'Algérie et le Mali, et que finalement, pour des raisons générationnelles ou autres, les jeunes militaires au pouvoir n'ont pas l'intention d'accorder à Alger ce rôle de grand frère, de le lui concéder. C'est ça. Moi, je crois que la présentation que vous faites est tout à fait exacte. Parce que du côté de l'Algérie, du fait de la frontière et du fait de liens historiques qu'il y a eu, puisque l'Algérie a été quand même, le Mali a été la base arrière des forces des Moudjahidines qui se battaient pour l'indépendance de l'Algérie en 1958 et 62. Ensuite, l'Algérie a, dans le cadre de la proximité, il faut sans doute, je ne l'ai pas entendu, souligner que le Mali est un des rares pays de la sous-région à reconnaître la République arabe sahraoui démocratique, et ça a été fait en 1973, du fait de la qualité de ses relations exceptionnelles avec l'Algérie. Et le Niger est voisin de l'Algérie, il ne l'a pas fait. Mais en fait, il y avait ces liens historiques. Et donc, cette incompréhension liée à partir de la dénonciation de l'accord d'Alger où les Algériens considèrent qu'ils ont encore une carte à jouer en tant que médiateur historique et en tant que voisin et grand frère, alors que la partie malienne a organisé en mai 2024 un dialogue intermalien. Et ce dialogue intermalien, pour les Maliens, a suffi à résoudre la question, parce que les ex-rebelles se sont organisés en ce qu'on appelle le CSP, Conseil stratégique permanent, qui n'est pas venu au dialogue. Et les Maliens sont partis du postulat que tous ceux qui ne sont pas venus au dialogue de mai 2024 à Bamako sont des terroristes, ne sont plus des partisans de la paix. Donc le fait que l'Algérie continue à recevoir les ex-rebelles, à leur accorder souvent le gîte et le couvert, a amené les autorités de Bamako à faire en septembre 2024 la déclaration devant la tribune des Nations Unies par laquelle l'actuel Premier ministre Abdoulaye Maïga avait accusé l'Algérie de soutenir le terrorisme et de connivence avec les terroristes qui ne sont d'autres personnes que les ex-rebelles signataires des accords d'Alger. Sachant que le mot terrorisme est un mot politique. Absolument. En fait, le terroriste, c'est l'adversaire avec lequel on refuse de négocier de tout temps et en tout lieu. Alors, les Algériens se caractérisent également par leur nationalisme sourcilleux, et il n'est pas évident qu'ils auraient bien pris qu'un pays voisin héberge des opposants armés à leur pouvoir. Ah, tout à fait. Je suis sûr que l'Algérie n'aurait pas aimé que des adversaires, parce que l'Algérie aussi a ses problèmes irrédentistes, que ce soit la question de la Kabylie, la question des Amazirs, leur statut, etc. Donc l'Algérie aussi a ses propres... c'est pour ça que moi, je pense qu'au-delà de cette escalade, qu'il y a une certaine incompréhension, mais que les choses pourraient se remettre en place, parce que personne n'a intérêt à cette confrontation entre l'Algérie. Et globalement, à mon avis, ce qui est important de retenir, c'est cette crise de confiance au-delà du drone
et de l'épisode parole contre parole, puisque l'Algérie dit que le drone est entré dans son espace aérien, mais les Maliens disent qu'il n'est jamais entré. Au-delà de ça, c'est cette perte de confiance, c'est cette perte de relations fluides entre les deux pays qui a alimenté cette incompréhension et qui a amené à la situation d'aujourd'hui. Alors justement, la présence des troupes assimilées à la Russie au Mali, le fait que les Maliens se fassent également aider par des Turcs dans le domaine de la technologie de l'armement, est-ce que ça ne gêne pas un peu Alger, justement, qui a l'impression que cette zone du nord du Mali était sa chasse gardée et doit désormais vivre sous le regard d'une armée russe, qui n'est pas non plus une armée hostile à l'Algérie a priori, mais c'est un changement justement dans ce rapport grand frériste, c'est un changement de paradigme. Vous avez absolument raison de le rappeler, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Algérie est un pays très soucieux de son nationalisme, et d'ailleurs jusqu'à une date récente, l'Algérie n'avait, la constitution interdisait à l'armée algérienne d'intervenir au-delà des frontières parce que l'essentiel c'est la défense du territoire national. Et le fait qu'il ait au voisinage de l'Algérie des armées extérieures, même une armée comme la Russie, qui est en principe a priori un allié de l'Algérie, puisque l'Algérie avec l'Égypte est un des premiers clients militaires de la Russie. L'essentiel de l'équipement militaire algérien vient de la Russie. Et là, quand on sait que l'Algérie a un budget militaire de 4 milliards de dollars par an, à peu près essentiellement acheté de l'armement russe, on pourrait a priori penser que cette présence ne gêne pas. Mais en réalité, ça fait partie aussi du contentieux avec le Mali. Le fait qu'il ait des armées étrangères dans son voisinage. Et même quand il y a eu l'intervention Serval puis Barkhane, la France a dû négocier pied à pied avec l'Algérie pour installer des bases militaires, notamment à Tessalit. La France a dit dire à l'Algérie, voilà, il n'y a pas de, c'est pas un acte d'hostilité, mais on va installer un poste avancé à Tessalit pour mieux contrôler. Donc l'Algérie a toujours perçu la présence extérieure et ça a alimenté l'incompréhension. Ça a été un des éléments importants, je crois, qui a fait que, puisque à partir du moment où les canaux de discussion, d'échange avec Bamako ne sont plus fonctionnels, l'Algérie a pris mal cette présence militaire et puis le fait que les combats se soient rapprochés, puisque la bataille de juillet 2024 a eu lieu autour de Tinzaouaten et il était prévu aussi une autre bataille, l'armée malienne souhaitant prendre sa revanche puisque l'affrontement de juillet 2024 n'avait pas tourné à sa faveur. L'Algérie avait fait des mises en garde disant qu'elle considérerait comme un axe d'hostilité que le combat se rapproche de la frontière commune. Et là, on entre dans toute l'ambiguïté parce que, quelque part, cette zone un peu floue est une zone tampon également, c'est-à-dire le contrôle plus ou moins réel de cette zone tampon par l'armée du Mali et quelque part une sorte de sécurité pour l'Algérie. Et certaines sources expliquent même que l'Algérie protège les chefs djihadistes algériens qui rôdent dans la zone, parce que justement on s'en est un peu débarrassé en les envoyant dans la proximité du Mali, puisque l'Algérie a subi le terrorisme djihadiste pendant de nombreuses années, que l'Algérie protégerait également Iyad Agali, qui était un chef touareg, mais djihadiste également. Est-ce que ces théories-là vont trop loin et qu'elles exagèrent une forme de complaisance toute simple avec des séparatistes touaregs? Non, il y a une part de vérité absolue et même une vérité historique parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et de combat, qui est d'origine algérienne, qui s'est installé à l'époque, dans les années 2000-2005, sur la frontière commune, qui était un no man's land, parce que le Mali n'a pas les moyens de contrôler 1300 km de frontière commune. Le GSPC, qui est lui-même l'émanation du GIA, le groupe islamique armé, s'était installé sur la pression des forces de défense et de sécurité algériennes, s'était installé de l'autre côté de la frontière, du côté du Mali, et qui est devenu AQMI, qui est après avoir fait allégeance à l'État, à Al-Qaïda, le GSPC était devenu Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et donc il y a une dimension historique, et Iyad lui-même appartient à cette mouvance de Al-Qaïda, et Iyad, curieusement, en tout cas, on peut se dire, est un des principaux chefs
rebelles et ensuite islamistes à avoir échappé à l'élimination systématique qu'il y a eu. Vous savez, la plupart des grands chefs terroristes de cette région par la France ont été éliminés par l'armée française. Et Iyad a curieusement réussi. Et il y a même une anecdote qui n'est pas simplement une anecdote, qui dit qui a été racontée par des sources officielles ici, que la France avait dans son viseur Iyad et pouvait l'éliminer, mais a dit par courtoisie pour l'Algérie, on va quand même prévenir l'Algérie. Et qu'à l'époque, l'Algérie avait dit non, ne le faites pas, nous allons nous en occuper. Et puis depuis, Iyad n'a jamais été éliminé. Donc, il y a effectivement beaucoup d'éléments, d'indices concordants, pour parler comme les magistrats, qui amènent à penser que Iyad a pendant longtemps bénéficié du parapluie algérien. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je ne peux pas l'affirmer. En tout cas, quelque part, c'est des personnes indésirables chez moi que je préfère voir rôder dans la proximité avec le voisin. Au moins, ça me garantit une forme de sécurité, tout en étant conforme à la logique de concorde nationale de Bouteflika, qui n'a pas voulu l'éradication totale de ses ennemis djihadistes de l'époque. Oui, c'est tout à fait exact. Moi, je crois que l'Algérie a eu pendant longtemps une attitude ou une posture qui consistait à penser que tant que ça se passe sur le voisin, ce n'est pas grave pour nous. Et à partir du moment, même si les gens sont partis de là pour s'installer là-bas, pendant longtemps, le Mali a été presque le seul confronté à la menace terroriste qui venait du GSPC, qui venait de AQMI. Et je crois la posture à l'époque du président Amadou Toumani Touré, qui a dit que ce ne sont pas des Maliens, tant qu'ils vivent là-bas, et qu'ils ne viennent pas dans les villes, ils peuvent rester dans ce no man's land, tant qu'ils vivent là-bas. Et naturellement, les groupes djihadistes à l'époque avaient profité pour faire des prises d'otages, pour avoir toute la rançon. Et là, souvent on l'occulte, mais il y a une responsabilité de l'Occident dans le financement du terrorisme. Pour donner simplement un ordre de grandeur, lorsqu'on a libéré en octobre 2020 Soumaïla Cissé, paix à son âme, et Sophie Petronet, c'est environ 15 à 18 millions d'euros de rançon qui ont été payés. Lorsqu'on a libéré en 2013 les ex-employés d'Areva qui avaient été enlevés en septembre 2010 au Niger, c'est environ 15 à 13 millions. Donc pendant longtemps, l'Occident aussi a alimenté le terrorisme. Et de l'argent liquide qui revient d'une certaine manière. Absolument, dans beaucoup de... l'argent liquide qui a bénéficié aux intermédiaires, qui a souvent bénéficié à certains cercles de pouvoir dans les pays de la région. Alors, on peut également dire que l'Algérie se caractérise par une relation trouble et ambiguë à ces ex-GIA qui sont devenus GSPC, puis des mouvements djihadistes, parce qu'à l'époque, dans les années 90, on parlait toujours des ambiguïtés entre les généraux et les GIA. Ah oui, non, il y a... Ça, je pense que personne ne le dément. Il y a eu des relations très ambiguës entre l'Algérie et les services algériens. Pendant les années noires, ce qu'on a appelé les années de plomb, il y a eu beaucoup de manipulations entre le DRS, la direction du renseignement et de la sécurité, et certains mouvements, même les Iyad Agali, des gens ont été utilisés dans le cadre de ces relations. Je pense que ça a été documenté et ce n'est pas démenti. Et ça, vous savez, c'est quelque chose, ça peut toujours, il y a toujours le retour de la manivelle. Quand on crée des monstres comme ça et qu'on les lâche dans la nature, en le soutenant, en pensant que pour l'agenda du moment, on a besoin d'eux, mais pour l'agenda d'après eux, ils n'auront pas besoin de vous. Donc ça a pu être, ça a absolument alimenter le terrorisme dans cette partie du Sahel. Alors, le début de réconciliation entre Paris et Alger, bon, c'est fragile tout cela, pourrait bien renforcer les suspicions côté AES, des fake news faisant état de déclaration de Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, sur une Algérie qui serait un allié de la France dans la reconquête du Sahel, ont abondamment circulé là aussi. Non, je crois qu'il y a beaucoup d'exagération. D'abord, sur le plan du timing, la crise avec le Mali a commencé après la déclaration de Jean-Noël Barrot. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours eu une revendication, une rivalité entre la France et l'Algérie sur le contrôle du Sahel. Quand la France soutenait de façon très ouverte et massivement même la création du G5 Sahel en 2014, l'Algérie était réticente. Pour une fois, il y a une initiative au Sahel qui s'est faite sans l'Algérie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant le G5 Sahel, l'Algérie avait créé, avec le Niger, le Mali et la Mauritanie, le SOMOC,
le comité mixte d'état-major qui était basé à Tamaracet et qui avait une vocation militaire pour essayer de partager le renseignement, de faire... Et ça, c'était une initiative algérienne. En plus de cette initiative, est venu se greffer en 2014, comme j'ai dit, le G5 Sahel qui était soutenu avec beaucoup d'enthousiasme par la France, qui était contente de voir une grande initiative comme ça sans l'Algérie. Donc il y a toujours eu cette rivalité. Je crois que si la France a fait cette déclaration, dans le contexte précis pour moi, c'était parce que la France a perdu pied au Sahel complètement. Et qu'elle pense que si elle se réconcilie avec l'Algérie, ça peut au moins lui permettre d'avoir un canal de discussion avec les pays du Sahel. Un pays comme le Niger, la France est complètement absente. Il n'y a même pas d'ambassade, ni école française, ni AFD. Alors que le Niger a beaucoup de relations avec l'Algérie, des relations diplomatiques, des relations économiques. Donc l'Algérie pourrait être, la France pourrait faire passer des messages ou recevoir des messages. C'était dans cette démarche, je crois, que plutôt que... En plus, de toute façon, les déclarations ont été déformées parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de déclaration du type non, je ne de ce qui a pense pas circulé. Que en revanche, les déclarations, c'était une sorte de souhait plus général de se rabibocher avec Alger. Cette histoire a été aussi un test de cohésion pour l'Alliance des États du Sahel, un test plutôt réussi, la solidarité totale là. Oui, on peut le dire, parce que la charte de l'Alliance des États du Sahel prévoyait une architecture de défense et de sécurité commune qui est en train de se mettre en place. On a vu avec les manœuvres militaires de mai 2024 à Tawa, dans le nord-ouest du Niger, qui ont rassemblé les armées des 3 pays avec le Togo et le Tchad comme invité d'honneur. Il y a eu maintenant cette idée de création d'une force conjointe de 5000 hommes qui aurait pour... Et l'AES serait un espace. On sortirait de forces qui seraient cantonnées chacun dans son pays pour aller vers une force qui peut se mouvoir sur l'ensemble de l'AES. Et sur le plan diplomatique, il faut dire que cette bruit intervient au lendemain d'une délégation conjointe de l'AES qui était à Moscou, qui a rencontré le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères Lavrov, pour défendre les idées de l'AES. Et lorsqu'il y a eu cette crise avec l'Algérie, en dépit des intérêts qui peuvent être divergents, les pays de l'AES ont fait cette déclaration de rappel des ambassadeurs du Niger, du Burkina et du Mali. Oui, il y a une démonstration de cohérence. Maintenant, il reste à savoir jusqu'où ça peut aller parce que, comme j'ai indiqué, les intérêts avec l'Algérie ne sont pas les mêmes et il n'y a pas le même niveau d'intensité de relations diplomatiques et économiques aujourd'hui. C'est-à-dire ? Le Niger, par exemple, est dans une trajectoire de réchauffement même de ses relations avec l'Algérie. En août 2024, le Premier ministre nigérien Ali Mohamed Zen s'était rendu en Algérie. Il a rencontré le président Tebboune. Il s'est rendu avec une forte délégation. En février 2025, le ministre nigérien du pétrole s'est rendu à Alger parce que la Sonatra, la compagnie algérienne de pétrole et d'hydrocarbures, conduit des prospections au Niger et elle a trouvé des indices très prometteur. On est même à la phase de test. Et puis, si le pétrole du nord du Niger sort, il est prévu dans un schéma nouveau qu'il soit raccordé au pétrole algérien pour être exporté. Et puis, vous savez... Le Niger qui essaie aussi de se défaire de sa dépendance au Bénin. Au Bénin. Et il y a aussi le fait que le transsaharien, le gaz qui quitte le Nigeria doit passer par le Niger pour venir en Algérie et venir en Europe. Donc, il y a beaucoup d'intérêts du Niger qui ont été quand même mis de côté pour faire cette position commune avec l'Algérie, mais à mon avis... avec le Burkina et le Mali. Avec le Burkina et le Mali plutôt. À mon avis, si les choses évoluent, je verrais plutôt le Niger choisir une posture de médiateur entre le Mali et l'Algérie, comme j'ai indiqué, à cause des relations d'abord du Niger avec l'Algérie, mais aussi parce que ce n'est dans l'intérêt de personne, en tout cas ni de l'Algérie ni des pays de l'AES, que cette confrontation se poursuive. En tout cas, on ne peut pas se battre contre l'histoire ni contre la géographie. C'est une guerre perdue d'avance. Merci Sédic. Je vous en prie. Le franc CFA, c'est une monnaie qui n'en a peut-être plus pour longtemps. Élu au Sénégal sur une promesse de rupture, et notamment sur le terrain monétaire, l'exécutif Diomaye Faye Sonko s'est montré assez timide sur la thématique du franc CFA ces derniers mois. Mais à la faveur de la fête de l'indépendance et dans un contexte de crise de la dette, Bassirou Diomaye Faye a affirmé, et je le cite, «
Nous ne renoncerons jamais dans la quête de la souveraineté intégrale et la recherche des voies et moyens pour disposer de notre propre monnaie, soit en passant par la CEDEAO, soit en passant par l'UEMOA, soit en créant directement une devise nationale, même si, a-t-il expliqué, ce type de transition ne peut s'opérer à court terme. Les pays de l'AES ont déjà annoncé leur projet de se doter d'une monnaie commune hors CFA, même si pas grand-chose ne semble bouger de ce côté-là. En Côte d'Ivoire, le président du PDCI, Tidiane Thiam, candidat face à Alassane Ouattara, si on le laisse se présenter, et lui est également critique envers le franc CFA, du moins dans sa forme actuelle. Je crois que la monnaie est un attribut essentiel de la souveraineté, et je pense que une nation qui n'a pas le contrôle de sa monnaie n'est pas vraiment souveraine. Maintenant, le fait d'avoir une zone monétaire, ça a de gros avantages, et je crois qu'il faut à terme que les États d'Afrique occidentale francophone apprennent à vraiment gérer une monnaie avec tout ce que cela comporte, notamment le taux de change, notamment le taux de change, notamment la parité externe. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et qui doit se faire. Ma vision, ce serait d'avoir une zone crédible, autonome, bien gérée, avec une monnaie unique. Le franc CFA donc semble condamné à moyen terme. Mais que mettre en place à sa place? C'est autour de cette question centrale que tournera l'entretien que vous allez regarder. Mon interlocuteur, c'est Abdou Cissé, actuaire, économiste en industrie des assurances et de la finance, bon connaisseur de l'économie africaine et auteur de nombreuses tribunes très riches sur les sujets connexes. Abdou Cissé était déjà sur ce plateau pour évoquer la crise de la dette au Sénégal il y a quelques semaines. Bonjour Abdou Cissé. Bonjour Théophile. Alors le président Bassirou Diomaye Faye a évoqué à nouveau la question du franc CFA alors que son pays fait face à une crise de la dette assez importante suite à la découverte des chiffres, on va dire, maquillés par l'exécutif précédent. Est-ce qu'on peut relier cette difficulté-là et le fait que le sujet franc CFA fasse à nouveau la une au Sénégal? Merci encore pour l'invitation. C'est vrai que il est possible de faire la liaison entre les deux sujets. Pourquoi? Parce que le franc CFA continuera toujours à être un problème d'actualité, ça c'est certain. Maintenant, ce qui a fait qu'aujourd'hui le Sénégal s'est retrouvé à un niveau de dette, à un niveau de déficit, etc., il ne faut pas en sortir le franc CFA. Pour beaucoup d'économistes africains, le franc CFA a participé à la situation actuelle du Sénégal. Donc franchement, la liaison, elle est obligatoire, elle est même normale. On doit faire cette liaison. Et c'est par rapport à ces formes de liaison qu'on arrive toujours à trouver des solutions pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire demain. Mais ce qui est intéressant dans le discours de M. Bassirou Diomaye Faye à l'indépendance, c'est qu'il a relevé le fait qu'il y a 3 sources de financement dans un pays, c'est-à-dire le financement par la fiscalité, les recettes, le financement par la dette. Mais pour la première fois, j'entends un président de notre zone dire qu'on peut utiliser le financement par la monnaie. Et c'est ça qui est intéressant. Et quand vous regardez, par exemple, nous, au niveau de SCO Consulting, sur les 10 dernières années, tous nos travaux, c'est essayer de montrer à quel point le levier monétaire peut être utilisé. Mais non, on tombe souvent sur des problématiques avec des économistes qui restent toujours dans le monétarisme ou qui restent toujours dans leurs convictions anciennes, qui disent « ouais, mais quand vous faites ceci, cela, vous faites de la création monétaire, etc. » Et je pense que c'est la raison même pour laquelle j'ai été ravi d'être invité pour en parler. On va en parler, parce que le franc CFA, il semble condamné à changer ou à mourir à moyen terme. Donc, le débat sur pour ou contre, il est déjà un débat du passé. La question de l'après doit désormais se poser. Et pour aller loin dans cette problématique, il faut s'interroger sur ce que tu appelais avant le début de ce tournage, l'utilité marginale d'une monnaie. Quelle monnaie pour quels usages dans l'Afrique de demain? Merci beaucoup. Alors, quelle monnaie pour quel usage dans l'Afrique de demain? Et je pense que dans nos travaux, dans les travaux que nous effectuons, nous cherchons toujours à convaincre les Africains qu'il y a possibilité de faire des choses à l'africaine. Quand vous prenez la notion de monnaie, elle a toujours été théorisée par les économistes. Les temps de Keynes, des Friedman, tout ça, ça existe. Il y en a qui croient à une portion de la monnaie, d'autres à une autre portion. Et vous voyez aujourd'hui, quand vous venez au Sénégal, vous pouvez trouver 3 types ou 4 types d'économistes, vous allez même au Cameroun, qui n'ont pas les mêmes idées de comment faire avec la monnaie. Alors, pour cela, je voulais inviter les Africains à comprendre réellement entre 2008
et 2023, qu'est-ce qu'a été la définition de la monnaie en Occident? Ça, c'est important. Alors, on arrive 2008, toutes les banques occidentales sont en faillite. Et je vous dis, à l'instant où je vous parle, en 2025, si on est en valeur de marché et qu'on regarde, qu'on tient compte de ce qui est dans le hors bilan des banques, toutes les banques occidentales, pour moi, elles sont en faillite. Alors, comment ça s'est fait? Maintenant, regardons ce qu'a fait la Suisse quand il a fallu sauver le Crédit Suisse. Le Crédit Suisse, pour sauver la Suisse, excusez-moi, la Suisse, pour sauver le Crédit Suisse, a utilisé UBS. UBS, une banque qu'elle avait sauvée en 2008 avec l'argent du contribuable. Sauvé, on prend UBS et on lui propose de lui vendre le Crédit Suisse de notre cher ami Tidjane Thiam, à 3 milliards de francs suisses. 3 milliards. Mais le problème, c'est que quand vous regardez le montage financier qui était derrière, on se rend compte de quoi? Que la Banque nationale suisse, donc la Banque centrale suisse, a sorti 150 milliards en prêt pour UBS, et derrière a sorti encore 100 milliards garantis par l'État fédéral. Donc, on a sorti 250 milliards, on l'a mis sur la table pour que UBS achète le Crédit Suisse à 3 milliards. Donc, les enjeux sont ailleurs. Donc, vous voyez, cet argent, c'est de l'argent de banque centrale. C'est de la création monétaire. Mais est-ce que vous avez entendu dans le monde un Africain ou qui que ce soit critiquer ce problème en disant que c'est de la création monétaire? Personne n'en a parlé. Et lors des crises récentes, 2008-2023, quels ont été les mécanismes, enfin 2023, c'est-à-dire crise des subprimes, crise du Covid, crise Russie-Ukraine, quels ont été les outils qui ont été utilisés par les banques en Occident? Alors là, je viens de définir le premier outil qui consiste à prendre de l'argent et à prêter ça directement à une banque pour la sauver. Créer de l'argent. Créer de l'argent, carrément. Mais on sauve la banque, en même temps, on sauve l'État. Parce que si tu sauves tes banques, tu sauves l'État. Et si tu sauves l'État, tu sauves le peuple. D'accord? Donc la Suisse a sauvé ses banques, son État et son peuple. On vient en 2023. Je vais sauter et après je vais revenir encore parce que je finis par la France avec l'arrimage du franc CFA. On vient en 2023, les banques régionales américaines tombent en faillite. Il y avait une garantie assurantielle sur les dépôts à hauteur maximum de $250 000. L'État fédéral, donc la Fed et l'État fédéral ont décidé de garantir tous les comptes de dépôt. Même les comptes de dépôt où il y avait $700 000, on a remboursé. Avec quel argent? On a sorti de l'argent de la Fed. On a fabriqué de l'argent pour les sauver. Mais on a sauvé plutôt les spéculateurs, parce que sinon, si les banques régionales tombaient, qu'est-ce qui allait se passer? C'est que la plupart des hedge funds qui étaient autour allaient aussi tomber et on allait avoir une crise systémique. On les sauve, donc on sauve les banques, on sauve les spéculateurs, on sauve les déposants, le peuple, et derrière tout ça, il y a eu l'hélicoptère monnaie que les États-Unis avaient fait. On a mis de l'argent dans les comptes des gens. Ça, c'est de l'argent ex nihilo. Hélicoptère monnaie, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on vient, on dit, voilà, maintenant, les ménages ont des problèmes, et on regarde toute personne qui a un compte bancaire, et on dépose à un certain niveau 1 000 € ici. Quand c'est des enfants, on dépose 500 €. C'est ça, l'hélicoptère, on donne de l'argent à tout le monde. Mais ils peuvent le faire. Hein. Pourquoi? Parce que le dollar, le franc suisse, c'est des monnaies qui sont quand même internationalement convertibles et c'est des formes de devises. Donc, ça doit nous faire réfléchir sur nous, comment faire pour que le CFA soit une devise. Je vais y revenir. Dernier lieu, troisième point, on vient maintenant au pays des enfants de Molière. La France, en 2008, toutes ces banques étaient en faillite et la pression qu'il y avait dans le système monétaire français, donc dans le marché interbancaire, avait fait qu'aucune banque ne voulait prêter à une autre. Qu'est-ce qui s'est passé? La France a décidé de créer une société de financement de l'économie française, qu'on appelle la SFEF. Elle la crée dans la nuit, je pense, du 28 au 29 2008, décembre. Elle crée la société et chaque banque a donné 3 milliards en apport dans le capital. L'État était majoritaire et l'État a fait emprunter à cette société SFEF-là, dans les marchés, 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros. Et ces 60 milliards d'euros-là, la SFEF les a empruntés en tant qu'établissement privé d'utilité publique. Donc, on lui a donné la force de l'État français. Donc, on emprunte de l'argent pour sauver les banques et cet argent ne rentre pas dans la dette française. Si vous voyez très bien, l'argent n'est pas dans la dette française. C'est une société privée. La société est privée d'utilité publique. On lui donne une force publique
d'emprunter au même taux que l'État français, et il emprunte au même taux que l'État français, et qu'est-ce qu'il fait? Il renfle toutes les banques. 3 ans après, les banques étaient archi liquides et ont remboursé. Et je pense que quelques temps après, ils ont même été jusqu'à fermer la société parce qu'elle n'avait plus d'utilité publique. Vous voyez? Donc, vous voyez ce que c'est qu'une banque centrale en 2008 et 2023. Alors, nous, Africains, on veut rester, nous, avec une banque centrale qui va lutter contre l'inflation. Et on veut régler nos problèmes. Ce n'est pas possible. Donc, en gros, les Occidentaux trompent les Africains en leur donnant une banque, en leur imposant, entre guillemets, une monnaie qui ne sert à rien. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut que nous, Africains, on prenne du recul et qu'on réfléchisse et qu'on dise, ben, on ne peut pas accepter ça. Je prends un exemple très simple. Comment la France peut regarder, la France et l'Angleterre, comment ils peuvent regarder leurs anciennes colonies qui aujourd'hui ont 200 fois moins de routes, ont 200 fois moins d'écoles, 200 fois moins d'adduction d'eau, 200 fois moins d'électricité. Ils les regardent aujourd'hui. Et que la France, aujourd'hui, la dépense par personne par année en santé est de 4200 milliards. Vous prenez toute la zone CFA, vous faites la moyenne, vous ne trouvez pas 100 €. Dépenses par habitant par année en santé. Mais comment la France peut continuer à discuter avec les Africains dans ce contexte-là? Il faut qu'on se réveille. On ne peut plus accepter ça. Maintenant, il faut qu'on trouve les solutions pour montrer que le CFA est une devise. Et je vais en venir parce que la Côte d'Ivoire a commencé à utiliser les CFA obligations qui me sont chères depuis 2017. Et les utiliser sur le plan international prouve que le CFA va commencer à être une devise. C'est-à-dire, c'est quoi exactement cette histoire des CFA obligations? Alors, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire avait l'habitude d'emprunter en monnaie locale dans la zone UEMOA, et s'il fallait emprunter en devise, elle utilisait des eurobonds. Donc, c'était carrément à l'international. Les gens nous prêtaient en euros ou en dollars. Là, maintenant, la Côte d'Ivoire a dit non. J'emprunte, mais ce que j'emprunte, c'est du CFA. Vous pouvez ne pas avoir un compte en Afrique subsaharienne, mais vous me prêtez, vous allez me donner des devises. Donc, si vous prenez des Allemands qui veulent acheter les dernières obligations de la Côte d'Ivoire, ils peuvent donner des devises. Comme quand ils veulent acheter du cacao. Voilà, c'est ça. Ils donnent des devises. C'est-à-dire que donc, la Côte d'Ivoire emprunte pour recevoir des devises, mais sa dette est libellée en CFA. Ça, c'est formidable. C'est la preuve qu'on peut utiliser le franc CFA et en faire une devise. Et ça, ça commence à venir. Et ça réveille les CFA obligations dont je parlais. Mais moi, la différence avec... Mais est-ce que c'est pas parce que justement le CFA est lié par une parité fixe à l'euro? Mais c'est ça. Que c'est possible. Que c'est possible. Ça, je suis d'accord. C'est possible parce que les gens ont compris qu'aujourd'hui, quand vous avez des CFA, mais vous pouvez les convertir en euros. Mais c'est aussi possible. Mais c'est que si la France n'avait pas accepté, ça m'étonnerait que la Côte d'Ivoire puisse le faire. Maintenant, il faut pousser plus loin. Pousser plus loin, c'est quoi? C'est faire comme les banques centrales occidentales, ne pas être dans un esprit de quantitative easing, mais être dans un esprit de mutualisation de nos besoins. Créer, donc, vous vous rappelez bien, la dernière fois, j'ai parlé de créer la holding qui va financer les économies de l'Afrique de l'Ouest. Et j'en profite pour faire un petit rectificatif parce que j'avais parlé de 1 million de dollars pour la holding, c'est plutôt 1 milliard de dollars, parce que c'est avec 1 milliard de dollars... On l'aura rectifié nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, du coup, donc j'avais préconisé qu'on crée cette holding-là, et maintenant, là où il faut pousser un peu plus loin, c'est qu'il faut que la holding puisse lancer ses obligations en CFA, mais que la Banque centrale, du fait que aujourd'hui, on ne lui demande pas de faire un quantitative, mais on lui demande de racheter tout le principal des dettes des pays de la zone CFA. Tout le principal. Et pourquoi on a le droit de lui demander ça? Mais parce que le FMI aujourd'hui accepte qu'il a des responsabilités dans la situation du Sénégal. La France a des responsabilités dans la situation du Sénégal. Nous ne sommes pas les seuls responsables. Mais donc, il faut quand même qu'on nous laisse un peu de flexibilité monétaire. La flexibilité monétaire que l'Amérique et l'Europe s'octroient. Alors, quel est justement le bilan de la tutelle monétaire française et des institutions de Bretton Woods parce qu'on dit on va sortir du CFA, mais il faut faire le bilan du CFA. Qui a fait quoi? Vraiment, aujourd'hui, je me retrouve vraiment avec des questions qui me font vraiment plaisir, quoi. Alors, il faut faire le bilan du CFA. Il faut faire le bilan des institutions de Bretton Woods depuis 1945. Exactement. Alors, quand nous sentons tous que le CFA va finir.
Ça ne peut pas continuer. Quand des Diomaye Faye se plaignent, Tidjane Thiam se plaint, il faut qu'un jour qu'on en arrête. Quoi qu'il en soit, il faut sortir un jour du CFA. Comment? Quand? Ça, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas simple à faire. Il faudrait qu'on fasse attention. Mais moi, je pense qu'avant d'en sortir, il faut qu'on règle nos comptes. Nous avons des dus. Il y a des choses que le FMI et la France nous doivent à travers la gestion du CFA depuis 1945. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on en parle et qu'on essaie de trouver des solutions. Je vais prendre un exemple. Prenons les ajustements structurels. 1980. Ça a duré 15 ans, minimum. 15 ans où on nous a serré la ceinture. Mais en fait, qu'est-ce qu'on nous a fait faire aux ajustements structurels? On nous a interdit d'utiliser de l'argent souche dans nos économies à travers ce qu'on peut appeler la dépense publique. Qu'est-ce que ça s'appelle? Parce que quand vous avez de l'argent dans un environnement, vous avez deux types d'argent. Soit vous avez de l'argent souche, c'est de l'argent qui est dans le pays, qui travaille pour le pays, mais en utilisant le multiplicateur de Keynes, cet argent se multiplie, s'échange et ça gonfle le PIB. À part ça, vous avez de l'argent que vous utilisez parce que vous voulez acheter quelque chose qui n'est pas dans votre pays. Donc, vous payez de l'argent qui sort complètement. Ça, c'est l'argent en fuite. Les gens qui font la nouvelle théorie monétaire moderne, comme mon petit frère Nongo Sambasila, que je salue au passage, ils ont théorisé ça. Et, bon, j'utilise un peu l'esprit qu'ils ont, parce que je les vois progressistes. Je ne les vois pas rester dans les modèles économiques d'avant. Ils sont en train de réfléchir pour sortir de ça. Alors, quand on utilise ça, donc nous, on nous dit, on va vous ajuster structurellement. Et donc, dans l'ajustement, mathématiquement, si on le voit, c'est qu'on réduit la dépense publique. Or, dans la réduction de la dépense publique, qu'est-ce qu'on fait? On réduit carrément le PIB. Mais en réduisant le PIB et qu'on considère la partie argent souche qui se trouve dans le PIB, mais on réduit aussi la capacité de la monnaie à tourner par le multiplicateur de Keynes. Et donc, quand tu regardes tout ça, et on nous le fait... On assèche l'économie. On assèche l'économie. On nous bloque. Mais dans ce blocage-là, le FMI, aujourd'hui, est d'accord que ce n'était pas normal. Ils l'ont dit en 2023. C'est juste quand ils l'ont fait à la Grèce, et après ils se sont rendus compte qu'ils ont fait des erreurs. Ils ont dit c'était une erreur pour la Grèce. Les Grecs ne sont pas des Noirs. Des Noirs. Et maintenant, donc, bon, mais on l'avait fait aussi pour les Africains, mais ce n'est pas juste. Ils sont d'accord que ce n'est pas juste. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, on a essayé de réfléchir pour quantifier ce qu'on nous doit. Pourquoi? Parce qu'en quantifier le préjudice de cet assèchement volontaire des économies africaines. Qu'est-ce qu'on a fait? En 2022, on a eu la chance d'avoir été mandaté par la Fédération des assureurs de droit national africain qui voulait lancer les assurances obligatoires et qui a demandé à mon cabinet d'aller faire une étude en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Cameroun, et pour voir quelles sont les opportunités de mettre en place beaucoup d'assurances obligatoires. Et donc, on a été obligé de rentrer dans ces pays et de chercher des données. Et dans ces recherches de données, on a fait une étude pour montrer quelle était la place de l'assurance dans le PIB. Et cette étude a eu des répercussions extraordinaires. Et ça nous a poussé aussi à faire le comparatif avec les données que nous avions eues, nous, et les données qui étaient souvent publiées par la Banque de France, le FMI, la Banque mondiale. Ils publient tout le temps des données de l'Afrique. Mais rien que dans les données de la santé, ils disaient que la dépense par habitant par année au Cameroun ne dépassait pas 1 million de francs CFA. ne dépassait pas, non, excusez-moi, 5 300 francs CFA. Alors que nous, on a vu que 35% des Camerounais, ils se soignaient par des racines, par des produits camerounais. Donc, vous voyez, donc les statistiques n'ont pas de sens. Et donc, on utilise ces statistiques-là et on réfléchit. On regarde dans le temps, pendant tout ce temps des ajustements structurels, et on se rend compte que le fait de nous contracter les dépenses publiques, si on le regarde d'une année à l'autre, on est confronté d'une année à l'autre, nous sommes confrontés à la recherche d'une suite géométrique, raison inférieure à 1, qui converge. Et cette suite-là, je ne veux pas trop rentrer dans les calculs. Parce que là, on est perdu. On est perdu. Je ne veux pas trop rentrer dans le calcul qu'on a fait, mais au final, on s'est rendu compte que cette contractation-là a fait que nous avons perdu d'une année à l'autre 32 à 35% du PIB chaque année. Et donc, quand vous rapportez ça dans un pays comme le Sénégal, on a trouvé exactement le montant, je l'avais même marqué quelque part pour ne pas me tromper, 40 000 milliards. C'est-à-dire que rien que si on nous avait remis ce qu'on nous doit sur les ajustements structurels,
le Sénégal aurait encaissé aujourd'hui 40 000 milliards. La dette du Sénégal, c'est combien? 18 000 milliards. Quel est le problème? Donc, on passe notre temps à compter notre passif, ce qu'on doit aux gens, mais il est grand temps aussi qu'on compte ce que les gens nous doivent. Ce que les erreurs qu'ils nous ont obligés à faire nous ont coûté. Et le bilan du franc CFA, on peut également... Là, j'y viens parce que là, je n'ai parlé que de l'ajustement structurel. Mais prenons la dévaluation de 94, et là, je touche le CFA. 94, on a dévalué, parce qu'en 93, on a arrêté la convertibilité. L'arrêt de la convertibilité a poussé en début 94 à la dévaluation. Mais qu'est-ce que c'est que dévaluer? Dévaluer, c'est faire en sorte que dans le compte de la monnaie, vous diminuez le passif. Et quand vous diminuez le passif, l'actif dépasse le passif. Et quand l'actif dépasse le passif, le compte, il est correct. Et donc, on a dévalué le franc CFA, alors que nous avons signé avec la France un contrat de coopération. Le contrat dit que de façon illimitée, on vous fait la conversion. Le contrat dit que de façon illimitée, quand vous avez besoin de devises, on vous donne. Mais le contrat ne spécifie pas quelles sont les primes que nous payons pour que la France nous donne cette garantie. Mais j'ai pris le temps en 2020, j'ai fait un article le 9 août 2020 que j'ai appelé l'accord de coopération, scanner de l'accord de coopération, IRM de la garantie. Donc j'ai scanné l'accord de coopération et je suis allé jusqu'à ce qu'on appelle l'IRM de la garantie. Pour voir que 28 fois dans le rapport, la France utilise le mot garantie, alors que j'ai démontré qu'il n'y avait aucune garantie. Et pourtant, on paye des primes. Il y a le droit de seignage, il y a la fabrication, il y a l'entretien des billets, on paye. Mais pourtant, le sinistre arrive en 1994, la France avait des problèmes. Parce qu'en 1994, c'est Balladur qui était là. On venait de faire la cohabitation. L'équipe de Mitterrand venait de partir, les caisses étaient vides. Balladur a dit on n'a pas d'argent, on ne va pas payer. Et donc, là. C'est un accord à sens unique. Sens unique. Donc, du coup, la France n'a pas respecté son accord. Mais dans le manque de respect de son accord, elle nous a poussé à faire quoi? Elle nous a poussé à faire en sorte que chaque année, on a fait l'effort, on a fait le calcul, on a fait l'effort de devoir apporter 20% de plus de notre pouvoir d'achat, donc 20% de plus que de notre PIB, pour pouvoir payer nos imports. Donc ça, si on le quantifie et qu'on l'actualise en valeur de 2025, j'ai trouvé 38 000 milliards. Donc 40 000 milliards plus 38 000 milliards, on est à 78 000 milliards. En tout cas, c'est une piste intéressante parce qu'on a toujours parlé de la dette illégitime. Maintenant, on évalue le coût de cette dette légitime et le coût des politiques illégitimes qui ont été imposées dans un cadre néocolonial. On va sans doute revenir dessus. Mais ma dernière question, c'est les pays africains qui sont hors CFA et qui ont des monnaies, on va dire, souveraines, ont peu ou prou les mêmes problèmes que les pays de la zone CFA. Le Ghana a à peu près les mêmes problèmes que la Côte d'Ivoire. Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas de problème de type monétaire ou de financement du développement en Afrique qui vont au-delà du franc CFA lui-même? Est-ce que les monnaies souveraines africaines le sont vraiment? Mais bonne question, parce que très souvent, vous avez bien fait de poser cette question, parce que beaucoup d'économistes qui sont pro-CFA, quand ils expliquent, ils disent, voilà, vous voyez, le Ghana a sa monnaie, pourtant. Ils vous disent, voilà, la Guinée a sa monnaie, pourtant. La Mauritanie a sa monnaie. Ils disent ça. Mais en fait, je pense qu'ils oublient quelque chose. Nous sommes dans une communauté économique qui regroupe des pays de l'Afrique subsaharienne. Et donc, une petite erreur de la monnaie, ça se ressent de façon beaucoup plus exponentielle que quand vous venez des pays éparpillés. Donc déjà, parce que nous avons mutualisé nos réserves de change et nous avons mutualisé aussi la plupart de nos besoins. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire dans ce sens-là? C'est que quand vous prenez toute la zone africaine, c'est depuis 1945 que les Occidentaux n'ont pas accepté de nous regarder comme eux. Ils nous regardent toujours comme des gens qui sont pauvres ou des gens à qui il faut venir aider. Mais la raison, elle est très simple, parce qu'ils viennent nous prendre nos matières premières. Ils n'ont aucun intérêt à nous dire qu'on peut faire comme eux. C'est à nous de comprendre que, comme nous fournissons les matières premières dans le monde entier, il ne faut plus qu'on accepte que les gens nous regardent avec des yeux comme ça. Et quand vous prenez, pour chacun de ces pays-là, quelle que soit sa monnaie, le rapport entre le budget et le PIB, vous faites une étude sur les 20, 30, 40 années dernières. Mais vous vous rendez compte qu'en fait, les PIB ne sont jamais conséquents pour régler les problèmes de la population. Et en dehors de ça, vous revenez maintenant sur la masse monétaire. Vous regardez la masse monétaire qui circule dans ces pays et vous le comparez, cette masse monétaire-là, vous faites la comparaison avec le PIB. Vous vous rendez compte aussi que nous, en Afrique, nous ne fonctionnons qu'avec de l'argent central. C'est l'argent qu'a sorti la Banque centrale pour que les banques commerciales puissent donner des crédits. On fonctionne avec de l'argent central, il n'y a pas de levier.
Et si vous faites le comparatif avec la France, où, comme je le disais la dernière fois, vous commencez à travailler, on vous prête l'actualisation de 25 ans de vos revenus futurs. Pour un prêt immobilier. Et même un prêt pour la consommation. Il n'y a que des prêts ici, alors que chez nous, on nous a bloqué, pendant les ajustements structurels, on nous a bloqué la dépense publique et il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas de crédit. Mais pourquoi justement il n'y a pas de crédit, même dans les pays qui ont Mais une la monnaie? façon dont le CFA fonctionne, on ne peut pas te donner beaucoup de crédit parce que l'émission monétaire est surveillée à 20% de je ne sais quoi. Mais dans les autres pays, est-ce qu'il y a plus de crédit? Alors, dans les autres pays, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont une monnaie qui n'est pas internationale. Donc, ils peuvent faire la politique qu'ils veulent entre eux. S'il n'y a pas le soutien du fait qu'ils ont des matières premières et qu'ils doivent s'asseoir sur ces matières premières pour aller à l'international, ils ne vont pas y aller. Mais ni les États-Unis, ni l'Europe, ni le restera, les pays africains, utiliser leurs matières premières pour aller à l'international. Ils ont toujours refusé ça. Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que, par exemple, sur le sur le marché boursier au Congo, le cobalt soit acheté en francs congolais, que sur le marché boursier du Ghana, le cacao soit acheté en cédille? Mais bonne question. Il va falloir qu'on en arrive là. Qu'on ait des marchés financiers interconnectés au niveau de l'Afrique, d'abord, pour que si un pays africain a besoin, on lui donne à partir du marché. Et au-delà de ça, on fasse en sorte que les matières que nous fournissons et que nous vendons soient cotées chez nous. Mais comment on peut expliquer que c'est nous qui fabriquons du coton et c'est coté à Londres ou c'est coté aux États-Unis? C'est incroyable. Bon, ce sont de belles révolutions à venir, qui sont des révolutions de nature financière, qui devront se fonder également sur des innovations de nature monétaire. Merci beaucoup, Abdou Cissé. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir regardé cette édition de Décrypter l'Afrique. Rendez-vous bientôt pour de nouveaux décryptages de l'actualité africaine.